Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, for me, Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal de 12 heures, l'actualité hors de nos frontières, la capitale congolaise Brazzaville est aux couleurs de la campagne électorale. Affiches et banderoles des candidats sont observées dans les principales artères dans l'attente des meetings. Les Congolais égrènent de nombreuses préoccupations sur lesquelles les différents candidats devraient se pencher pour améliorer leurs conditions de vie. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Eric Watat et Gladys Sidi. Brazzaville, c'est son histoire. Avec le mémorial Pierre Savorgnon de Brazza, le père fondateur de la ville de Brazzaville, il est l'une des figures de l'expansion coloniale française ici. Sa statue est érigée dans le 3e arrondissement, non loin de la mairie. À Brazzaville, pour se déplacer d'un bout à l'autre de la capitale, taxis et minibus sont mis à contribution. Un secteur d'activité qui connaît son lot de difficultés. C'est difficile pour déplacer, pour quitter la maison, aller ailleurs, pour aller travailler, c'est difficile par rapport au transport. Là, on nous a donné le malaise. Ils ont supprimé les effectifs dans les bus commerciaux, dans les bus particuliers. Nous sommes fatigués. Moi, avant que je me suis né, le président avait déjà commencé à diriger le Congo. L'activité des mototaxis a été suspendue ici il y a peu en raison de nombreux accidents de la circulation enregistrés. Au chapitre des doléances chez les jeunes, les étudiants de l'université Marie Ngouabi évoquent l'amélioration des conditions d'études et la réduction du taux de chômage. Nous faisons cours dans des mauvaises conditions. Là même tout à l'heure, il y avait eu coupure d'électricité. Nous sommes dans un amphithéâtre qui compte 1600 places, mais nous sommes deux fois à plus de 1600 étudiants. Donc, et la chaleur, 2000, non 2000 précisément. Depuis que nous sommes à la fac, depuis 2017, jamais de bourse. On a plusieurs arriérés de bourse. Et là, on nous oblige d'avoir, je ne sais pas, les 16 de moyenne pour avoir la bourse. Donc, la bourse n'est pas pour tout le monde. On n'a pas assez d'entreprises qui peuvent accueillir le jeune. Parce que ici, c'est plus la relation. Quand il y a la relation, tu peux avoir le travail. Si tu n'as pas la relation, tu ne peux pas avoir le travail. Donc, c'est ce que nous, on veut éviter. Nous, les jeunes, on souffre. On a besoin du boulot, on a besoin de gérer aussi notre futur. On ne peut pas laisser que notre futur parte comme ça, demain on l'a vagabondé. Si on pouvait nous donner des possibilités de pouvoir avoir du travail, ça serait bien. Le Congo-Brazzaville se bat pour sortir d'une profonde crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis de nombreuses années. Cependant, le processus est ralenti par plusieurs facteurs, parmi lesquels la crise sanitaire du coronavirus qui a récemment poussé les autorités à prendre un certain nombre de restrictions dans les marchés notamment où les jours d'ouverture ont été réduits. Ils sont passés de 7 à 5 jours. Pour l'échéance électorale à venir, chaque Congolais a déjà une idée bien précise du choix qu'il fera. Tout un chacun a son opinion de son candidat. C'est-à-dire que moi j'ai mon candidat que je veux voter. 2,5 millions d'électeurs sont appelés à partager 7 candidats lors de la présidentielle du 21 mars 2021 ici au Congo-Brazzaville. Brazzaville, justement, la capitale, se prépare à accueillir ce grand rendez-vous électoral. Elle est inondée d'affiches des différents candidats, même si celle du président sortant se taille la part belle. Toujours est-il que les 7 candidats à cette élection présidentielle sont sur le terrain en vue de la conquête des potentiels électeurs et le taux de participation sera sans aucun doute l'enjeu majeur de cette élection ici au Congo-Brazzaville. Pour Equinox Télévision, les envoyés spéciaux nous sommes Eric Florent Watat, Carlos Minoué, Guy Zogo, Gladys Sidi. Et toujours au Congo-Brazzaville, le candidat Sassou Nguesso pourra-t-il recueillir des voix dans le département du Pôle? Considéré comme rebelle, cette zone avait été le théâtre d'une violente répression de l'opposition et d'activistes notamment il y a 6 ans. Et conscient donc du ressenti des populations, le président sortant se présente en artisan de paix et du développement pour le bien-être de tous les Congolais. Carlos Minoué et Guy Zogo, nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville. Dans le département du Poul, où le président sortant Denis Sassou Nguesso poursuit sa campagne électorale, il faut dire qu'il n'est forcément pas en terrain conquis. Ici, c'est le fief de Bernard Kolela, son adversaire implacable lors de la guerre civile de 1997,
mais aussi du pasteur Ntoumi, qui a longtemps posé un certain nombre de problèmes à la République congolaise et notamment au pouvoir du président Sassou Nguesso. Il faut ajouter que le fils de Bernard Kolela, Guy Brice Parfait Kolela, est également candidat à cette élection présidentielle du 21 mars 2021. Sassou Nguesso en est conscient, lui qui est revenu avec des mots certes feutrés, mais déterminés sur les affres du poule dans l'histoire du Congo, en appelant à la paix définitive dans ce département. Il faut la paix pour toujours, la paix définitive pour ce département de Poule, pour qu'avec le Poule, les autres départements, nous allions vers le développement de notre pays. Le président congolais, candidat à sa propre succession, insiste aussi sur les points essentiels qui devront conduire la République du Congo, notamment le département du Poule, vers des lendemains meilleurs. Il s'agit de l'agriculture, mais aussi de la poursuite du programme de municipalisation. Parmi les partisans du président congolais à Kinkala, le candidat du pouvoir est perçu comme celui qui est à même de consolider le dynamisme des populations de cette région, déjà très impliquées dans l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, nous pensons que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui porte effectivement ces espérances, qui porte cette vision, avec qui nous sommes convaincus de passer du stade théorique au stade pratique. Grâce au camarade Denis Sassou Nguesso, nous allons sans doute intensifier notre marche nationale vers le développement parce qu'il a une vision claire et cohérente du devenir de notre nation. De même, les pro-Sassou qui plébiscitent son projet de société ne doutent pas qu'il remportera le scrutin du 21 mars prochain sans coup férir. Son projet de société a intéressé la population du Poule. Nous adhérons donc à ce projet du président Denis Sassou Nguesso, qu'il soit encore réélu. Je n'ai pas de commentaire, il passe une fois KO. C'est donc un Sassou Nguesso résolument en mode reconquête dans le département du Poule qui s'est adressé ici à ces populations et qui va donc poursuivre sa campagne électorale en se rendant désormais dans le nord du Congo. À Kinkala, dans le département du Poule, au Congo-Brazzaville, Carlos Minoué, Gizogo, Equinox Télévision. Et nous refermons l'actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. Le pays est en deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé hier des suites de maladies. Hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, puis transféré en urgence en Allemagne, dont la matinée du 6, le Premier ministre ivoirien a succombé à un cancer. Hier mercredi, il quitte la scène à l'âge de 56 ans. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donc rendu hommage à Ahmed Bakayoko, qu'il présente comme étant un fils et proche collaborateur trop attaché à leur affection. Le ministre Ahmed Bakayoko, qui a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation, il le présente comme étant un grand homme d'État et un modèle pour la jeunesse ivoirienne, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. L'actualité à présent sur le plan local, les populations d'Afayona bloquent les travaux de construction de la ligne de transport d'énergie électrique entre Yaoundé et Mambélé. Elles revendiquent le paiement de leurs droits qui traînent depuis 7 ans déjà. Cependant, leurs maisons et diverses cultures ont été détruites pour entamer les travaux de construction et les nouvelles promesses de régularisation de leur situation n'ont pas convaincu les victimes. Le reportage de Marcelin Gansop. Pas d'indemnisation, pas de travaux. Le refus catégorique d'une population qui crie à l'injustice. Elle estime avoir été flouée dans le cadre du projet de construction de la ligne de transport de l'électricité produite à Mambélé. Là où nous sommes, c'est là où il y a les gros trous. C'est mon terrain. Il y avait la caquerelle là. C'est là que je me battais pour pousser mes enfants. Ils sont là, ils sont comme ça, tu vois. Les enfants que tu vois là. Donc ils ne savent là où aller et comment faire. Vous regardez la maison d'un Camerounais à Yaoundé. Maintenant, vient t'enlever sans t'indemniser. Vous voulez que je fasse quoi? Yaoundé, heureusement qu'il y a un grand jeu en haut. Après avoir subi diverses pertes, les victimes attendent désespérément le paiement de leurs indemnisations. J'ai 3 maisons. Maintenant qu'on dit qu'on va nous enlever, on nous envoie où? On va aller vivre où?
Si on ne nous indemnise pas, le fil ne peut pas passer en haut de nos maisons. C'était occupé par les artémisias, une plante qui coûte cher, médicinale. On est venu raser comme ça tout. Je ne peux pas imaginer le préjudice qui a été causé. Je suis veuf, j'ai des enfants que j'ai nourris. Je peux mourir s'ils ne me payent pas. Les avocats, tout, plus de 500 mètres carrés. Pour faire entendre leur voix, ces victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique ont bloqué les travaux, obligeant les responsables de EDC à descendre sur le terrain. Je voudrais prendre l'engagement devant vous que le Premier ministre, chef de gouvernement, m'a instruit d'accélérer votre indemnisation. Ça, l'argent est déjà là. Dès que le décret sort, je viendrai vous payer. Je voudrais votre indulgence. Mais je vous dis que avant que la vraie ligne passe, vous serez déjà indemnisé. Mais il faut commencer par mettre les pylônes. Les populations ne l'entendent pas de cette oreille et disent avoir suffisamment patienté pour se laisser prendre à un nouveau piège. On va attendre, vous dites que vous faites passer les pylônes. Pour vous, c'est finir avec le projet est parti. 2 mois c'est trop. Je peux mourir même avant les 2 mois. Non, je peux pas m'engager. Je dis 2 mois c'est trop. Parce que dire que vous allez faire passer les pylônes avant de nous payer, je dis non. Mon frère. Le patron de EDC va leur servir une réplique à faire fléchir, sans pour autant obtenir les assurances de la poursuite sereine des travaux. Je vous assure que si d'ici le mois de juin-juillet, l'énergie de Mbenvele n'atteint pas Yaoundé, le Cameroun sera dans une crise énergétique. Les populations et les concernés ne se sont pas encore concertés pour voir dans toutes les mesures si réellement il va tenir à ses promesses. Avant Afanayo 2, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, ce sont les populations de Kolzok à Simalen qui se sont soulevées récemment pour exiger le paiement de leurs indemnisations. Des remous qui empêchent l'achèvement de la construction de la ligne de transport d'électricité entre Niabizan dans le sud et Yaoundé dans le centre, lequel achèvement conditionne le fonctionnement à plein régime de la centrale du barrage de Mbenvele, devant injecter pas moins de 211 MW dans le réseau. Les populations sont conscientes de ces enjeux, mais pour elles, ventre affamé n'a point d'oreille. Une affaire à suivre. Vous ne pouvez pas, si je ne vois rien sur mes yeux. Et dans le chaudron de la crise anglophone, la persistance du conflit armé inquiète la société civile. Le mouvement Stand Up for Cameroon accuse le gouvernement de son manque de diligence dans le suivi des enquêtes qu'il commandite et ce qui contribue d'ailleurs à pourrir la situation sur le terrain. Dans son dernier rapport, l'organisation, composée d'acteurs de la société civile et hommes politiques, invite les différentes parties à œuvrer véritablement pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Amstronda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin at the National Assembly in Yaoundé, where the 2021 year of the National Assembly, that's the parliamentary year, has begun. It has begun this Thursday, March the 11th, 2021 at the National Assembly. According to the official program, the official opening ceremony was built for 11 a.m. at the National Assembly, and a similar opening ceremony will be for 4 p.m. at the Senate, still in Yaoundé, and in line with the internal rules of Parliament, the opening session will be presided over by the eldest member of Parliament, who will be assisted by 2 youngest members in both the National Assembly and the Senate. The session is holding at a time when the country is witnessing a sharp increase in the numbers of COVID-19 infections and deaths related to the disease. Government has reinforced preventive measures and announced the introduction of a voluntary vaccination. In the build-up to the opening sessions, parliamentarians are also expected to reinforce the strict respect of COVID-19 barrier measures outlined by the Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Gute, recently. And also highly expected at the National Assembly today is the putting in place of a new bureau at the Senate and the National Assembly. Cameroonians are interested in knowing
if the long-serving Speaker of the National Assembly, Honorable Kavayege Jibri, will be replaced at the level of the lower house of Parliament, and if the President of the Senate, who has been absent consistently from sittings of the Senate, will also be replaced. That is President Nyat Njifenchi at the level of the Senate. We shall be coming back to the information. And now we take you to talk something else, urban disorder and the fight in Bonaberry in the Douala 4 subdivision. The fight, which has intensified in Bonaberry, though characterized by confrontations and sometimes tense atmosphere at the level of the control of commercial motorbike riders. And if they are in possession of a required document, it is sometimes confrontational. And what we observed is that most bikes have been taken by persons in charge of the control, some who are leaders of syndicates of commercial motorbike riders in Bonaberry. The control intensified is coming just after the meeting between the governor of the littoral region of Cameroon and members of the syndicate of commercial motorbike riders in the city. And after witnessing the process in Bonaberry, we moved to the divisional office where Dauda Isa, who is the jail for Bonaberry or the Douala 4 subdivision, is sending a strong warning to those who are failing to respect the control process. Been given by the governor of the littoral region, instructed us that to follow this activity of motor taximen inside our unity of command, and the operation that is carrying outside wants the permit of riding and the ID card, the national ID card. Some measures, actions have been taken by the government, and the action is that we want to take outside those people who don't want to follow instruction. The operation that have been carried out is to clean the sector of motor taxi. Measures and actions are being carried on to stop those motorbike riders who want to enter Bonaberry and bringing disorder. I would like to say that we are aware that some of motorbike riders are not even Cameroonians. We know it. Republic of Central Africa, Chad Republic, and so on. They want to worry us, but they will face us. As my own is concerned, that I will not accept that those people coming from outside the Cameroon come and bring disorder inside here, disorder here. So we are outside. We will give all the support for those syndicates and those leaders of motor taxi to clean Bonaberry. You know that is this sector of motor taxi that they bring disorder. So we will clean Bonaberry. Those people who will not follow the rules will be cut down. Video for the Douala 4 subdivision speaking there. And we take you to the northwest region, where an uneasy calm reigns in the northwest regional chieftain Bamenda after a tense atmosphere yesterday Wednesday, characterized by gunshots in different neighborhoods of the northwest regional chieftain. Our correspondent Takang will be telling us that the gun battles also affected economic activities at the Bamenda main market. Take a listen to this one filed by Frederick Takang from Bamenda. A few hours after the opening of shops in Bamenda town this Wednesday morning, a sound of gunshot were heard around the neighborhood of Food Market, hospital roundabout T-Junction, according to some witnesses. The intensity of the gunshot scared many inhabitants, and in those areas, shops that were open are forced to close their doors. People started running back home. Some choose to seek refuge in any nearby house or compound. At about 2 to 3 p.m., the shooting continued, and places like Commercial Avenue deserted since 5 p.m. There is a little bit calm. Some vehicles are seen moving around town. Places like Nkwen in Bamenda 3 subdivision, Upstation in Bamenda 1 subdivision did not witness the series of gunshots.
No official statement as from now to know the reason of the random shooting, but some sources says police and military checkpoint around Bamenda were simultaneously attacked by gunmen. For now, it's very difficult to know if there are any casualties due to the gunshot in Bamenda Central Town this Wednesday. And the Post newspaper in its Thursday publication says 2 uniform officers were killed in the gun battles in Bamenda. Our correspondent is, however, to confirm that information. Still to confirm that information, we now talk of where that is Didier Raoult, the French specialist in infectious disease, says the COVID-19 pandemic cannot be controlled with the ineffective and the failed social distancing measure adopted by several governments across the world. To him, the virus must continue spreading rapidly until the right thing is done. Innocent as it tells us more in the following report. The continuous increase in COVID-19 cases in countries of the world, according to Dr. Didier Raoult, the French specialist in infectious diseases, is due to limited new and efficient strategies adopted by world governments. Il semble que l'erreur majeure des gouvernements, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais pensé par eux-mêmes. That at the initial stage, most governments did not think of their own strategies to curb spread of the virus. Rather, they emulated those boss were saying on whether they have cases or not. C'est parce que, plutôt que de regarder les données, d'analyser les données, eh bien, ils écoutaient ce que disaient leurs voisins. Alors ils disaient non, nous on n'a pas et vous n'avez pas, donc il n'y en a pas. All of the anti-COVID-19 barrier measures taken, he says, are ineffective. Les mesures que nous avons prises de distanciation, social distance, washing of hands have rather helped to eliminate existing respiratory and digestive infections and not at all the COVID-19. Mais pas du tout sur le Covid. The French physician and microbiologist justifies by recalling SARS was neither spread by the environment nor direct physical contact, but the fact that persons were contaminated even 200 meters away. Le SARS n'était pas transmis majoritairement par l'environnement. This, he says, can explain why all the measures adopted presently to fight the COVID-19 are in reality drowning. Que des gens à 200 mètres de là puissent être infectés, puisqu'aucun moyen nous permettrait de faire ça, sauf à mettre tout le monde en prison. According to Dr. Didier Raoult, what is essential here is to have a mastery or understanding on the virus transmission, because till present, many governments only react by taking copied measures and develop models which have ended up fruitless. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your kind attention. Nadine Ambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Famille Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.